Minutes. Un peu d'épidémiologie par rapport à la chirurgie ORL. J'ai essayé un peu de chercher pour voir, en termes de chirurgie ORL, et la partie pédiatrie constitue une partie importante. Par exemple, en 2023, on a fait à peu près plus que 173 000 activités de chirurgie ORL pédiatrique. Et on voit que cette activité est toujours en cours d'augmentation, vous voyez, jusqu'à 2023. Moi, je n'ai pas le 2024 pour voir la déflexion, donc Madame Constant a déjà évoqué. En allant un peu plus en détail, on est à 90% de cette activité ORL pédiatrique, majoritairement des amygdales, adénoïdes et la pose des ATT, ou toutes les combinaisons ensemble. Donc plus de 90% ces chirurgies-là. On est à des chiffres à peu près de plus que 138 000 sur l'année de 2023. Avec l'essor de la bonne prise en charge périopératoire et la réduction des morbimortalités, l'activité ambulatoire a connu un essor et on est à plus que 80% de chirurgie pratiquée en ambulatoire, avec un objectif qui doit, dans le futur, atteindre plus que 95%. Les indications pour ces trois principales chirurgies, on est surtout, bien qu'avant, l'angine était la cause principale des amygdalectomies, on est de plus en plus sur tout ce qui concerne le SAS, avec un diagnostic de SAS effectué par une hypertrophie amygdalienne avec les stades 3 et 4 selon la classification de Brodsky. Vous voyez les amygdales qui sont très hypertrophiées jusqu'à être jointives, avec des critères qui évoquent le SAS. Le diagnostic confirmé d'un SAS, c'est un critère clinique plus un critère polysomnographique, mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours réalisable. Et donc, pour diagnostiquer un SAS, c'est plutôt chez un enfant sans comorbidité, c'est un diagnostic clinique en essayant de chercher des signes et témoins de troubles respiratoires, que ce soit nocturnes par ronflement, les pauses, la sueur, les sommeils agités, ou aussi les signes au réveil, comme un enfant fatigué toute la journée, hyperactif, ou le retentissement pondéral. Les autres indications, certainement, on a toujours l'angine, on a l'hypertrophie symptomatique, et ça veut dire les enfants qui ont des amygdales très importantes, qui leur empêchent de bien manger, de bien avoir une croissance pondérale, mais sans forcément avoir du SAS. Il y a plein d'autres indications, on va passer. Et puis, on a l'adénoïdectomie avec les troubles respiratoires ou les infections, les aérateurs transtympaniques. Et pour clôturer ce bouquet d'opérations, il faut aussi ne pas oublier la chirurgie de l'endoscopie sous sommeil induit, qui est indiquée pour les SAS sans site d'obstruction évident, ou pour les enfants qui ont été opérés pour un SAS avec les amygdales, les végétations, on a toujours le SAS et on veut explorer s'il y aurait d'autres sites. Ces chirurgies ont toujours le risque respiratoire important, notamment à cause de la présence de ce SAS, à cause du jeune âge, à cause des maladies respiratoires associées. C'est généralement des enfants qui sont asthmatiques ou qui ont des infections respiratoires, qui ont un tabagisme passif. Il y a plein de facteurs qui rentrent dans le risque, et aussi tout ce qui est maladie métabolique va majorer le risque. Par exemple, les infiltrations des voies aériennes supérieures, ça peut être les malformations ou les maladies neuromusculaires qui prédisposent à des hypotonies pharyngées. Donc il faut bien évaluer le risque avant de faire l'anesthésie pour ces enfants-là. Est-ce qu'on peut, dès la consultation, avoir un score qui peut prévoir un peu le risque respiratoire? On peut utiliser, le score Estébur. C'est un score qui est formé de 5 questions simples qu'on peut poser à la consultation. Les questions sont: est-ce que votre enfant, quand il dort, est-ce qu'il ronfle plus que la moitié du temps? Est-ce qu'il ronfle bruyamment? Est-ce qu'il a des difficultés respiratoires ou est-ce qu'il doit lutter pour respirer? Après, on peut demander s'il fait des apnées en dormant et puis si le matin, il est fatigué. Si ce score, par exemple, il est supérieur ou égal à 3, on peut prévoir qu'on a des risques respiratoires qui sont majorés x2 ou x3, et notamment du besoin d'oxygène en post-opératoire ou d'une surveillance particulière. Sinon, je n'ai pas pu passer à côté de l'enfant enrhumé, parce que c'est quasiment tout le temps le cas en ORL.
Et là, j'ai choisi qu'une revue que probablement Madame Constant va apprécier, puisque c'est l'équipe australienne qu'elle aime bien, avec Madame Britta von Hergen. Donc cette étude, ils ont fait cet algorithme, enfin c'est pas une étude, c'est une revue de la littérature, et ils ont regardé les 3 cas de figure, les enfants légèrement enrhumés, moyennement enrhumés ou très enrhumés. Sur le premier et le dernier, le choix est vite fait, on fait la bonne prise en charge, et puis on fait ou on annule au moins 2 semaines, voire 4 semaines, si des infections inférieures ou s'il s'agit de viroses importantes. Après, le problème, c'est nos enfants d'ORL qui ont régulièrement le nez qui coule vert, ce n'est pas du tout un nez qui coule clair, ou la toux qui est vraiment grasse, ce n'est pas les enfants de ce groupe-là. Eh bien, il faut mesurer le pour et le contre en fonction de chaque institution, en fonction de l'expérience de chaque équipe, et puis certainement, il faut voir ce que les parents disent pour ces enfants. Si les parents disent que c'est l'enfant, il est toujours comme ça, ben je pense que plutôt il faut être positif. Si les parents sont plutôt inquiets, on dit toujours que les parents sont ceux qui connaissent leurs enfants le mieux. Et donc, il faut prémédiquer ces enfants et peut-être procéder avec la chirurgie ou pas. Le bilan. Qui est-ce qui fait un bilan systématiquement pour les adénoamygdales? Ah, c'est beau, aucun, c'est bien, franchement. Depuis 1999, la Société américaine d'ORL avait recommandé de ne plus faire des bilans en préopératoire des adénoamygdales. Mais pour mettre ça en route, ça prend beaucoup de temps. Il y a des données un peu conflictuelles de temps en temps. Il y a des histoires médico-légales qui font qu'on continue quand même toujours à faire des bilans, et ceci n'a pas un coût négligeable pour la société. Pour ne pas faire de bilan, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut comme toujours, questionnaire, enfin ça veut dire un bon interrogatoire et un bon examen clinique de l'enfant à la recherche des troubles de l'hémostase. On a un questionnaire qui est magnifique de la Société internationale de thrombose et d'hémostase, et je vais vous le montrer. Bon courage à celui qui va essayer de le faire. C'est plutôt pas possible. Et donc, il faut choisir un questionnaire plus simple, peut-être en s'inspirant de questionnaires de Watson et Williams, mais qui est très ancien, qui a l'air pas très mal, mais on n'a pas encore un questionnaire standardisé chez nous appliqué en France. Sinon, l'étude de l'équipe de Rennes, qui a fait une étude nationale juste pour voir un état des lieux en 2013, 2014 et 2015, pour voir est-ce que les gens font encore des bilans. Ça, c'était en 2015, quelques années après les recommandations de ne plus faire. Certes, la diminution est significative, mais elle restait très modeste, et j'espère que vraiment actuellement, on est à très peu de bilans faits. Sur les recommandations de la SFORL qui ont été publiées en 2020, on travaille commun avec la SFAR et la DARPEF. On recommande l'étude de l'hémostase uniquement en cas d'antécédents personnels ou familiaux d'hémorragie connue ou suspectée, ou lorsque l'évaluation préopératoire ne peut être concluante. À ce moment-là, les bilans à faire, ça serait NUM avec les plaquettes, le TP et le TCA pour explorer les deux voies intrinsèques et extrinsèques. Et il faut avoir ces résultats quelques jours à l'avance, enfin plusieurs jours à l'avance, pour avoir le temps de discuter avec un hémostasien s'il y a des perturbations et s'il faut explorer en plus. La prise en charge, il n'y a rien de très spécial, je vais aller vite. Les prémédications à éviter, généralement la prémédication pharmacologique, plutôt favoriser tout ce qui est interactif et ludique, mais surtout le salbutamol. Toujours avec la même équipe australienne qui a fait cet essai randomisé et qui a conclu à la fin que tous les enfants qui doivent avoir une amygdalectomie doivent avoir un aérosol par le salbutamol, aussi mis en grade A comme recommandation de la SFORL, et donc il faut le faire 20 minutes avant l'induction. L'induction IV ou inhalatoire, c'est le débat de toujours, c'est toujours en fonction de ce qu'on peut. Si on a une voie d'abord intraveineuse, c'est très bien, après ça reste des enfants difficilement perfusables parfois, mais il faut toujours privilégier la sécurité, ça veut dire s'il y a des risques de SAS sévères, s'il y a des risques de complications respiratoires, il faut quand même privilégier l'intraveineux.
Il faut faire une anesthésie balancée, ne pas avoir peur de faire des antalgiques parce que ça reste quand même un stimulus douloureux assez important, que ce soit sur le plan de vue cardiaque, mais aussi sur la manipulation des voies aériennes supérieures. Et il faut essayer en même temps de faire une épargne morphinique en employant plusieurs médicaments comme la clonidine, la dexmédetomidine, l'exkétamine, en fonction des pays, des études, des molécules présentes. Je laisse à chacun. Et l'atropine ou le glycopyrrolate peuvent être un bon médicament pour assécher les sécrétions chez ces enfants-là. Pour le remplissage, j'aimerais bien rappeler que l'emplissage doit être conséquent. Ce n'est pas juste 10 ml/kg pour réduire les complications, notamment les nausées et vomissements post-opératoires. On est plutôt à l'ordre de 20 à 30 ml/kg à faire. Certainement, avec les techniques intracapsulaires, tout ce qui est radiofréquence, on est de mieux en mieux. Ça veut dire moins de risques hémorragiques, moins de douleurs post-opératoires, moins de risques aux chutes d'escarres, de saignement, mais surtout avec autant d'efficacité, notamment sur le SAOS. Sur la prise en charge de la douleur, ce qui est très important à rappeler, le VA a été évalué chez ces enfants-là d'amygdalectomie. Ils ont trouvé que à H24, on est aux alentours de 65 de VA, mais cet EVA il persiste supérieur à 3 jusqu'à 7 jours après l'intervention. Donc c'est très important de prendre en charge efficacement la douleur chez ces enfants-là, de bien éduquer les parents et leur dire qu'il faut systématiquement faire les antalgiques, surtout sur la première période, parce que ça réduit le risque de douleur, ça réduit les complications, ça réduit le risque de retard de prise alimentaire et déshydratation du jeune enfant. Les médicaments, c'est surtout paracétamol et anti-inflammatoire. Codéine et tramadol, ça a été rayé depuis 2013 suite aux histoires de polymorphisme génétique, les risques de surdosage. Et tout ce qui est morphinique, on le préfère le garder pour l'usage intra-hospitalier. La surveillance standard en salle de réveil, avec la prise en charge de la douleur et tout classique. Le KTO, il n'est pas nécessaire qu'il soit perfusé en salle de réveil, mais c'est très important qu'il reste en place au moins 6 heures après l'intervention. Et puis pour la reprise alimentaire, on vérifie avant la reprise des liquides à H+2, et puis l'alimentation est plus tardive, forcément moins en cas de radiofréquence, beaucoup plus tardive pour la chirurgie conventionnelle. Les complications de tout ce qui est amygdalectomie, ça peut être l'œdème de l'œillette qui est fréquent, surtout avec la radiofréquence, donc c'est de plus en plus fréquent. Normalement, ça se résout tout seul, mais on peut aider avec des aérosols à l'adrénaline parce que parfois ça peut être douloureux et aussi retarder la prise alimentaire. Et la deuxième complication, c'est l'hémorragie qui peut être immédiate ou tardive. Certainement, on a moins d'hémorragie de plus en plus avec les nouvelles techniques, que ce soit la coblation ou que ce soit la radiofréquence. Mais il faut faire attention au diagnostic parce que le diagnostic peut être fruste. En fait, chez les enfants, il ne faut pas attendre l'hypotension pour diagnostiquer une hémorragie. C'est un peu tard parce que c'est généralement autour des 40% de perte de volume sanguin. Donc il faut qu'on soit alerte à l'agitation. Certes, il faut faire le diagnostic différentiel avec tout ce qui est douleur, l'agitation standard du réveil ou les autres causes d'hypoxie ou autres, mais il faut garder l'hypotension en tête et vérifier que notre enfant ne saigne pas. Toujours aussi dans la même perspective, si on prévoit d'aller au bloc opératoire, il faut remplir notre enfant avant de faire la séquence rapide. Et généralement, c'est autour de 20 ml/kg comme remplissage. Et la dernière chose que j'aimerais bien mentionner sur cette prise en charge, c'est le risque de désaturation. Il est largement plus important que le risque d'inhalation pour ce genre d'opération. Donc il faut vraiment prévoir comment prendre en charge notre enfant dans les meilleures conditions, donc notamment les curares, les vidéolaryngoscopes, toutes les choses qui ont été dites aujourd'hui. Il faut se mettre dans des bonnes conditions et faire attention. Qui dit hémorragie dit acide tranexamique, vous avez déjà évoqué un petit peu. J'ai choisi 2 études à dire, une méta-analyse. Cette méta-analyse, elle est faite par la même équipe australienne, mais c'est plutôt les chirurgiens cette fois-ci. Et là, ils ont évalué 8 études. C'était plutôt du prophylactique, donc c'était fait pré, durant et post-opératoire. Il y a 5 qui sont en intraveineux, 3 qui sont en aérosol. Par contre, tout ce qui était aérosol, c'était que pour les végétations, alors que les intraveineux, c'était un peu mélangé.
Ce qu'on a pu sortir de cette méta-analyse, eh bien, c'est que tout ce qui était intraveineux, l'acide tranexamique intraveineux n'a pas démontré d'efficacité sur le saignement per- et post-opératoire, mais l'aérosol d'acide tranexamique a été efficace sur la réduction du saignement pour les végétations. Une autre étude qui a été faite par une équipe américaine cette fois-ci, là c'était pour évaluer l'acide tranexamique sur les saignements post-opératoires des amygdales. Ils ont pris des groupes qui sont globalement homogènes sur plusieurs choses. L'âge était autour de 8 ans. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que tous ceux qui ont eu... en fait, il y a eu le saignement, ils ont fait l'acide tranexamique. Si on a fait l'acide tranexamique, eh ben, on a eu 29% de repartir au bloc opératoire, alors que ceux qui n'ont pas eu l'acide tranexamique, ben, il y a 73 qui sont repartis au bloc opératoire. Ça reste une petite étude, je dis juste que ça peut être une piste intéressante, sachant que l'acide tranexamique, comme on l'a dit, ce n'est pas une molécule très très compliquée. Ce qu'ils ont fait, c'était des doses de 250 mg en aérosol pour les enfants moins de 25 kg et 500 mg pour les enfants plus grands que ça. Pour l'ambulatoire, surtout, c'est le but de l'ORL. Eh ben, les règles de l'ambulatoire, et ça a été publié depuis 2005, ça n'a pas changé. C'est à partir de 3 ans, à condition qu'il n'y ait pas d'autres comorbidités associées, plusieurs heures après l'intervention. Pour les amygdales, c'est à H+6, en absence de complications, en ayant bien vérifié la bonne prise en charge, que ce soit la douleur, les nausées et la bonne reprise alimentaire. Ça veut dire que l'enfant s'hydrate bien, il ne va pas sortir pour revenir complètement déshydraté, avec un accord signé des chirurgiens anesthésistes, et puis surtout le suivi téléphonique de H24, c'est très important pour vérifier la bonne observance du traitement antalgique de l'enfant. Est-ce qu'on peut aller plus bas que 3 ans ? Ça, c'est l'étude canadienne qui a évalué 35 enfants qui ont moins de 3 ans. Chez ces enfants-là, j'ai un peu essayé de reprendre les tableaux pour qu'ils soient plus évidents. Donc, on a fait une comparaison sur les antalgiques, le remplissage, les complications H24 étant soit de la fièvre, soit de nécessité d'oxygène ou autre, la réalimentation, mais surtout aussi sur les saturations des enfants à H+2, 4, 6, 8 et 24. Et on peut remarquer que, bien que on dit que la différence est significative à H+2 et H+6 sur les saturations des deux groupes, inférieurs et supérieurs à 3 ans. Je ne sais pas à quel point on peut considérer 97 et 98 différentes comme résultats. Ça reste une étude, ça ne veut rien dire, ça dit juste que ça ouvre pour demain. Est-ce qu'avec les nouvelles techniques de amygdalectomie, est-ce qu'on peut élargir les règles de l'ambulatoire? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un travail qui est en cours par toutes les sociétés qui s'occupent et de l'anesthésie réanimation pédiatrique et de la chirurgie ambulatoire pour essayer d'élaborer de nouvelles recos pour tout ce qui concerne l'ambulatoire. Donc en espérant que peut-être en 2026, on aura ces nouvelles recos. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce que je viens de raconter, parce qu'il y a beaucoup de détails? Eh bien, la chirurgie ORL, c'est sûr que c'est une activité majeure. Comme on remarque, quand on parle pédiatrie, on parle toujours de chirurgie ORL. Il faut limiter les bilans parce que ça n'est pas sans coût. Il faut vraiment privilégier que quand il faut le faire, et généralement en accord avec les hémostasiens ou avec les médecins qui s'en chargent de ça. Pardon, excusez-moi. Le salbutamol, c'est pour toutes les amygdales. Est-ce qu'on peut le généraliser pour toutes les chirurgies ORL? Pourquoi pas avoir, ça peut être une hypothèse. L'acide tranexamique, est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Et puis, est-ce que bientôt on aura des nouvelles recos de l'ambulatoire? Tout ça, on le laisse pour le futur. Merci de votre...